Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Plan de réponse du gouvernement contre la cherté de la vie, rencontre entre le ministre de la Réconciliation et les responsables de Dana Amassagu, le procès d'Amadou Haya Sanogo et co-accusés sont les différents sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine. Pour en parler, nos invités, tous des journalistes, Alpha Mahaman Sissé du journal Miroir Hebdo, Issa Kaba, journaliste au groupe Renouveau, Badou Escoba du journal Le Carrefour et Fanta Diakité, journaliste à la radio Clédou. À la présentation, Mariam Maïga. Le Grand Dialogue. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Plan de réponse du gouvernement contre la cherté de la vie, l'État se prive de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, pour permettre la baisse des prix des denrées. L'annonce a été faite par le gouvernement cette semaine. Croyez-vous en cela, Badou Escoba? Bon, vous savez, chaque fois, l'État prend des mesures, l'État prend des décisions. Mais c'est l'application qui pose problème. Sinon, nous avons tous suivi cette mesure du gouvernement. Mais il faudrait que vraiment le gouvernement prenne toutes les dispositions qui s'imposent pour que ça puisse être appliqué. Et au-delà de cela, il faut que le gouvernement aussi fasse pression sur les opérateurs économiques. Vous savez que le mois de carême pointe à l'horizon. Donc, si les opérateurs économiques parviennent vraiment à s'entendre avec les pouvoirs en place, pour que vraiment on puisse vraiment réduire le prix des denrées de première nécessité, ce serait une très bonne chose. Vous savez que le Mali est un pays pauvre, pratiquement 90% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc si ces mesures sont appliquées, vraiment ce serait une baraka pour l'ensemble de la nation malienne. Alors Fanta Diakité, nous voyons depuis quelques années des produits qui flambent, les prix flambent à chaque fois. Qu'est-ce qui explique cela? Moi, je dirais que c'est un problème qui est récurrent, comme tu l'as si bien dit. Mais je veux pointer du doigt l'association des consommateurs. C'est-à-dire, à chaque fois que nous avons une hausse des prix, tu trouves que la société civile qui doit veiller à ce que les prix-là n'augmentent pas comme ça, sans informer la population, sans donner des arguments vraiment solides. Il faudrait qu'il y ait une société civile forte, c'est-à-dire l'association des consommateurs, pour dire non et interpeller en ce moment les autorités. En disant que nous avons suivi sur le marché qu'il y a des augmentations, mais on n'a pas été informé, on ne sait pas qu'est-ce qui motive ces augmentations-là. Et du coup, c'est le citoyen lambda qui subit les conséquences de l'augmentation de ces prix. Et vous avez dit également que l'État a pris des dispositions. Pour ça c'est une solution alternative. Mais il faudra que l'État aussi mette en place des mécanismes de suivi. Parce qu'ils font de telle sorte que les citoyens ne subissent pas les conséquences de ces hausses de prix en disant nous allons supprimer les taxes et autres. Mais il n'y a pas de suivi après. Il n'y a pas de suivi. Et les opérateurs économiques font ce qu'ils veulent de nous, les pauvres citoyens. Alors, et tout cela, je reviens là-dessus, okay. Tout cela, j'ai dit, il faudra qu'il y ait une société civile forte pour protéger les consommateurs. Il faut une société civile forte, mais également des mesures d'accompagnement. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que l'État prend des mesures, ces mesures ne sont pas respectées? Issa Kaba. Mariam, d'abord, je voulais rebondir pour répondre à la première question que tu as posée à Fanta. Selon le ministre du Commerce, c'est d'abord à cause de la Covid-19 et les deux grèves de l'INTM qui a occasionné la flambée des prix. Ça, il faut le noter. Les prix, cette histoire des prix est une situation qui est récurrente au Mali. On se souvient depuis 2002. Ça arrive souvent quand les prix montent, l'État a du mal à réguler. Et ça, c'est vraiment un problème. Et c'est le même cas avec les pains. Dans certains quartiers, la miche de pain est à 400 francs aujourd'hui. Alors que normalement, c'est à 250. Mais l'État ne parvient toujours pas à s'entendre avec les boulangers et pâtissiers. Parce qu'il faut reconnaître aussi que le prix de la farine augmente. Qu'est-ce que les boulangers ont à faire? Ils sont obligés et aussi d'augmenter pour
avoir ce qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est une question qui revient toujours à l'État. Il faut que l'État soit là pour réguler tout ce qui est pris dans un pays. Et c'est ce que notre État ne fait pas, sincèrement. C'est ce que notre État ne fait pas. Donc, souvent, on se demande... Donc, c'est comme si c'est une annonce de plus. C'est une annonce de plus parce qu'une conférence de presse ne peut pas régler ces problèmes. C'est pas une... Et puis, c'est des annonces, surtout. Tu l'as si bien dit, c'est des annonces. Une conférence de presse ne peut pas régler cette situation. Il faut vraiment des mesures adéquates. Alors, Maman Sissi, quelles sont les mesures que le gouvernement devra adopter pour vraiment surveiller les prix sur les marchés? D'abord, avant d'arriver au prix, je pense que le gouvernement devait d'abord se rassurer que les marchés sont approvisionnés, que ce soit en période de Ramadan ou en période normale. L'État doit se rassurer d'abord que les marchés sont déjà fournis et qu'au niveau du stock national de sécurité, qu'on ait un stock qui peut en tout cas gérer la crise. Moi, j'ai des inquiétudes. La première inquiétude d'abord, c'est d'abord les services techniques de l'État. Quand vous lisez les deux rapports du SAP, il y a une période de soudure qui s'annonce au mois de mars. Au même moment, le gouvernement fait une annonce que j'appelle pompeuse, et une annonce pour dire voilà, les prix vont en tout cas baisser. Sur quelle base le gouvernement peut baisser d'un coup les prix? Mais ils disent qu'ils vont laisser priver de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas le gouvernement qui impose. Généralement, le gouvernement n'impose pas les prix. Les gens qui sont dans les marchés, c'est qui imposent les prix. Et quand on voit, par exemple, l'État subventionne tout le temps, tout a été subventionné, même les Hajj. On a l'habitude de subventionner les Hajj dans ce pays. Mais ça n'a pas joué sur le prix. Moi, je ne crois pas que les mesures d'annonce, les annonces du gouvernement puissent influer en tout cas sur le prix au niveau des marchés. Je vous donne juste des exemples. Quand vous partez dans les boutiques, les prix ne sont pas uniformes. Normalement, quand vous rentrez dans un pays, dans une boutique, les prix devaient être affichés. Le prix du sucre, c'est 500 francs le kilo. Le prix de, je ne sais pas quoi, c'est 500, c'est comme ça. Mais nous n'avons pas les moyens de les appliquer. Et si nous avons les moyens de les appliquer, ce n'est pas sûr qu'on a d'abord le moyen d'approvisionner le marché. Alors, qu'est-ce qui nous manque pour appliquer les mesures que nous prenons à chaque fois dans notre pays, Badou Escobar? Vous savez, nous sommes dans un État libéral, il faut le connaître, il faut le reconnaître, mais ce rôle régalien revient à l'État vraiment d'uniformiser les prix, de faire en sorte que les citoyens lambda puissent accéder aux produits de première nécessité. Donc, c'est ça l'efficacité d'un gouvernement. Mais apparemment, l'État prend des dispositions, l'État prend les mesures qui s'imposent, mais l'application fait défaut. Vous savez, je prends l'exemple de l'initiative RI et des magasins témoins. Ça a été un échec, ça a été un fiasco total. Nous avons sillonné en son temps, on était au journal le matin, les magasins témoins, on n'a rien trouvé, et les prix des magasins témoins pratiquement étaient même plus élevés que les prix sur le marché. Donc c'est là de note que l'État, en toute objectivité, en toute honnêteté, prend certaines mesures, mais l'État n'arrive pas à appliquer les dispositions. Parce que quand il y a eu la flambée des prix de certains denrées de première nécessité, Bougadari Doumbia, le directeur général du commerce et de la concurrence, a dit que les stocks sont en diminution et les commerçants sont en train de profiter de cela pour augmenter le prix des denrées de première nécessité. Nous disons que le premier rôle revient à l'État. Donc, c'est à l'État de prendre toutes les dispositions qui s'imposent. C'est à l'État de dépêcher des agents sur le terrain pour vérifier si toutefois les prix sont respectés. Et Madame l'a rappelé, il y a le réseau des consommateurs du Mali aussi qui doit pleinement jouer son rôle pour que vraiment il y ait un suivi. Et il faut que l'État aussi associe le Conseil national du patronat malien, que l'État associe la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Donc, c'est des structures qui doivent travailler avec l'État pour pouvoir convaincre les commerçants de réguler les prix. Parce que l'État aussi, pour subventionner certains produits. Donc, en subventionnant ces produits, les opérateurs économiques aussi doivent vraiment diminuer les prix de ces produits de première nécessité. Donc, on retient donc que la diminution de ces produits doit se faire de façon collégiale. L'État seul ne peut pas fixer les prix. Oui, l'État seul ne peut pas fixer les prix parce que nous sommes dans un État libéral. C'est pas un pays, le Mali n'est pas un pays communiste, le Mali est un État libéral. Dans un État libéral, chaque commerçant fixe son prix
en fonction Est-ce que vous partagez cela, Fanta, que chaque commerçant fixe son prix? Je ne suis pas du même avis que lui, parce que je dirais, c'est vrai, le prix est libéral au Mali, certes, mais l'État peut fixer le prix plafond. Oui, cela est possible, en disant, chacun peut fixer, mais le prix plafond, c'est ça. Et en ce moment, chaque commerçant, chaque opérateur est obligé de se plier à cela. Et qui va bénéficier en ce moment? C'est nous, les citoyens. Ça, c'est des mécanismes qui doivent accompagner tout le temps et les mesures que l'État va apporter pour minimiser l'impact de ces hausses-là sur le citoyen malien. C'est pour ça que j'ai dit, l'État a un rôle à jouer, franchement. Ils ont un rôle à jouer. Ils doivent vraiment veiller à ce que... Tu ne peux pas dire, oui, moi je prends tel poids et que toi, tu n'essayes pas de voir aussi à ton niveau. L'État ne peut pas dire, oui, je renonce aux taxes, TVA, oui. Aux taxes, mais au même moment, le citoyen ne ressent pas. C'est là. L'argent que l'État va subventionner, c'est pour nous, les citoyens lambda, c'est l'argent du contribuable. Il faut qu'on essaye de ressentir cela. Mais si l'État ne joue pas pleinement, tu ne peux pas faire des annonces en disant oui, je vais prendre telle partie, mais alors que le citoyen ne ressent pas. Il faut qu'il y ait un suivi. Madame, je reviens là-dessus. Il faut qu'il y ait un suivi vraiment de ces annonces. Donc, que faut-il faire pour que les citoyens puissent sentir ce que le gouvernement, cet effort du gouvernement, Issa Kaba? Il faut que les agents de la direction du commerce fassent leur travail. Et Badou l'a un peu évoqué, et les patrouilles. Il faut aller voir dans les marchés, aller voir dans les boutiques comment se portent les prix. Aussi, les associations des consommateurs aussi doivent être là pour alerter. Nous avons aussi un grand rôle, comme vous êtes en train de le faire ici, nous avons un grand rôle de dénoncer chaque fois que le prix ne va pas. Et il y a des émissions radio à Bamako, mais je ne sais pas pour les autres localités du Mali, où les gens ont l'occasion d'appeler et de dénoncer dans leur quartier, par exemple, le prix du sucre qui va jusqu'à 600 ou à 700. Il faut que les gens soient là pour dénoncer. Et une occasion pour les associations de consommateurs aussi d'organiser des conférences de presse ou d'organiser des forums pour dénoncer et autour de la direction de la concurrence aussi, de prendre des mesures pour cela. Donc, aujourd'hui, la balle est dans le camp de tout le monde. Il faut que chacun joue son rôle pour que les prix... Badou, je voulais vraiment dire à Badou que le libéralisme n'a rien à voir avec l'anarchie. Ce qu'il dit, si on continue comme ça et que chacun peut fixer les prix qu'il veut, on ne va pas s'en sortir, Mariam. Il faut qu'il y ait un prix plafond. Si tu veux, tu peux descendre. Mais il y a un prix plafond qui est là pour les sucres au Mali. Il ne faut pas que les gens se lèvent du matin et augmentent les prix comme ça. C'est vraiment de l'anarchie. Donc, il faut que le ministre Nyang aussi essaye d'éviter cela. Ça fait longtemps, en son temps, avec le ministre Abdul Kader, qui est parvenu vraiment à stabiliser les prix pendant un bon moment. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Je ne sais pas comment il l'a fait. Alors, si on comprend bien, pour résumer ce chapitre, les dés sont jetés, chacun a sa partition à faire. Le citoyen également doit dénoncer, la société civile également a son rôle à jouer. Les hommes de médias. Les hommes médias également, de ce rôle de veille également. Et c'est ce qui nous amène à ce deuxième sujet de notre rétrospective de l'actualité de la semaine pour parler de la rencontre entre le ministre de la Réconciliation et les responsables de Dana Amassagu. La rencontre a eu lieu le mardi à Badjangara, fief de la milice Dana Amassagu. Selon les participants à la rencontre, les échanges ont essentiellement porté sur les voies et moyens permettant la cessation des hostilités entre les différentes communautés du centre du pays. Est-ce que le salut de cette partie du pays peut venir de ce genre de rencontres, Badou Escobar? Vous savez, il ne s'agit pas de se rencontrer, il s'agit de procéder à l'application des textes que nous signons pour ramener la paix. Ce n'est pas la première fois qu'un ministre rencontre Youssouf Toloba. Ibeka, en son temps, a réussi en grande pompe Youssouf Toloba à Koulouba. Ça n'a pas empêché les hostilités de continuer. C'est vrai que Ouagé a rencontré Toloba pour échanger avec lui, prendre un certain nombre de mesures pour que la paix puisse revenir au centre, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a plusieurs milices d'autodéfense, il y a plusieurs autres groupes, donc il faudrait qu'on associe l'ensemble des groupes. Vous savez, Sékou Bouli représente
représente un groupe d'autodéfense. Mais c'est que Boli était présent à la rencontre, sa photo a circulé. Justement, Youssouf Toloba a demandé à ce que Sokou Boli aussi s'investisse auprès vraiment de ses amis jeunes Peul pour que ces derniers vraiment puissent prendre langue avec Dana Amassogou afin de mettre en place des structures de défense mixtes pour la protection des villages, des hameaux, etc. Mais moi, je pense que toujours est-il qu'il faut prendre les mesures qui s'imposent pour qu'on aille vers la dissolution pure et simple de ces milices. Vous savez que dans un État, il n'y a pas deux armées, il n'y a qu'une seule armée. Donc c'est à l'armée malienne qui revient ce rôle régalien d'assurer la protection des personnes et de leurs biens. Nous pensons qu'aujourd'hui, s'il doit y avoir une réconciliation, la réconciliation doit être suivie par le désarmement de toutes les milices. En son temps, on avait mis en place à Ouadouba un camp de précantonnement et apparemment, ça n'a pas marché. Les hostilités ont repris parce que la milice d'Anna Amassogou et les autres milices ont repris les armes et les tueries de masse ont continué. Donc nous pensons qu'à l'heure où nous sommes, il faut vraiment une réconciliation nationale suivie du désarmement de toutes les milices. Et le Premier ministre Mokhtar Ouane, lors de la présentation de sa déclaration de politique générale au niveau du Conseil national de transition, l'a évoqué. Il a affirmé qu'avant la fin de la transition, toutes les milices d'autodéfense seront dissoutes. Donc moi, je pense que c'est à partir de ce point qu'on pourra réellement parler de réconciliation nationale. On a le droit de se demander sur l'efficacité d'une telle rencontre, parce que ça a précédé plusieurs protocoles, la signature de plusieurs protocoles d'entente entre les différentes communautés, Maman Sissi. Bon, moi je pense d'abord que le timing proposé pour cette rencontre, c'est d'abord quelques jours après qu'on ait annoncé des velléités entre le ministre de la Réconciliation et le groupe d'Anna Amassogou. On a même dit que le ministre aurait été enlevé. Moi, je pense que si on devait vraiment... Chose qui est fausse parce qu'il était dans son bureau à Bamako. C'est vrai, le département a déjà fait un communiqué de démenti. Mais n'empêche que c'est après ces rumeurs que le ministre accepte de rencontrer Dana Amassogou. Je ne suis pas en train de défendre l'action que mène Dana Amassogou sur le terrain, mais j'estime qu'aujourd'hui sur le terrain, dans le pays d'Ogon, dans la région de Mopti, Dana Amassogou est un acteur incontournable. Incontournable parce que tout simplement, il y a beaucoup de jeunes, des jeunes et des hommes armés qui se reconnaissent dans Dana Amassogou. Il s'est avéré qu'aujourd'hui, Dana Amassogou pense que l'autorité centrale n'est pas en train de prendre sa liste comme une nitlo. Donc le ministre, c'est vrai, il est parti rencontrer Youssouf Toloba et ses hommes. Ce qu'on peut espérer être une piste de solution, c'est le fait que Youssouf Toloba avait en tout cas formellement demandé à ce qu'on associe, par exemple, Sékou Boli, qui, même si ce n'est pas pratique, qui a une certaine influence au niveau du groupe de Ventepel, en tout cas de s'associer pour créer des groupes mixtes pour sécuriser l'ensemble des villages de la région de Mopti. Alors, Dana Amassogou, un acteur incontournable pour ramener la paix dans cette partie du pays. Et qu'est-ce qui explique alors cette insécurité croissante, Fanta? Je dirais que dans ces localités, chacun se méfie. Et c'est là le fait qu'ils se sentent un peu délaissés par l'État malien. Moi, je pense que les fils et les filles de ce pays-là doivent vraiment revenir sur les fondamentaux. C'est-à-dire, il faudra que les leaders coutumiers essayent de jouer pleinement leur rôle dans cette affaire. Parce que cette rencontre, c'est une rencontre de plus. Moi, à mon avis, il y aura d'autres rencontres. Mais tant que les Maliens n'essayent pas de revenir sur les fondamentaux, je pense que ces dialogues-là ne vont pas aller loin. On n'ira nulle part avec ça. Mais il faudra que les leaders coutumiers essayent de voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ces deux-là ont cohabité ensemble pendant des siècles. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce que nous devons faire pour qu'il y ait réconciliation? Aujourd'hui, regarde, les Dogons, il faudra qu'ils parlent la langue Peul pour pouvoir se communiquer. Mais pourquoi aujourd'hui on voit ces deux-là en train de se déchirer? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, moi, je pense qu'on doit prendre le taureau par les cornes, aller à la base, à la source. Sinon, dire que oui, tout le temps, l'État doit envoyer un ministre pour aller rencontrer tel groupe là. Moi, je pense que ça sera toujours une rencontre de plus.
Une rencontre de plus, mais n'y a-t-il pas également une ambiguïté? Parce que cette rencontre intervient au moment où le chef du gouvernement, Mokhtar Ouane, a demandé de désarmer toutes les milices présentes dans la zone Isakaba. D'aucuns parlent de bisbis parce qu'on pense vraiment que le ministre de la Réconciliation est en train de défier son chef qui est le Premier ministre. Ce n'est pas la première fois. Il avait parlé de mise en œuvre de l'accord, le ministre de la Réconciliation, alors que le Premier ministre parle de relecture de l'accord. Il y a quand même, je crois que les deux ne sont pas sur les mêmes longueurs d'onde. Les deux ne sont pas sur les mêmes longueurs d'onde. Mais il faut reconnaître que ces problèmes peuvent être graves si on ne les résout pas très rapidement. Parce qu'il faut rappeler, Mariam, que le ministre de la Réconciliation est du CNSP. Et le Premier ministre est quelqu'un qui a été appelé pour l'offrir un poste que le CNSP a gagné. Donc peut-être, on peut le dire, peut-être que le ministre de la Réconciliation ne respecte pas trop le Premier ministre. Il fait ce qu'il fait. Et il faut faire attention, il faut résoudre ces petits problèmes, quitte au vice-président de régler cette situation, ou si le président de la transition peut déjà résoudre cette question, parce qu'on dirait que les membres du CNSP dans le gouvernement roulent en loup solitaire sans consulter le Premier ministre. Ce qui explique ces quelques bisbis, à mon avis. Mais en attendant, la population souffre de ces quelques bisbis-là. Mais il faut reconnaître, moi j'ai rejoint maman, j'ai sali la rencontre entre les ministres et Youssouf Toloba. Et tout a un débit. Et il faut commencer par un point A. Et maman l'a si bien dit, il y avait problème entre Dana Ambassagou et les deux personnes nommées par le ministre de la Réconciliation, notamment Marcelin Guenguéré et Sékou Boli. Ils avaient même donné un ultimatum au gouvernement pour abroger leur décret de nomination. Maintenant, si le ministre parvient à se déplacer avec ces deux personnes et aller jusqu'à Bandiangara à la rencontre de Youssouf Toloba, ça veut dire qu'il a désamorcé quelque chose. Il n'y a plus de tension. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut associer les deux tendances. Sékou Boli, malgré tout, il a une influence au niveau des jeunes. On a vu des vidéos récemment où les gens l'ont accueilli en grande pompe. Même s'il a deux personnes qui peuvent déposer les armes, c'est déjà une bonne chose. Et si Dana Ambassagou aussi parvient aujourd'hui, tu sais, Mariam, le seul problème du centre du Mali, c'est l'absence de l'État. C'est l'absence de l'État. Quand l'État n'est pas présent, c'est le pouvoir du plus fort. Et c'est ce qui se passe. Cela m'amène à poser cette question. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à mettre en place un mécanisme de suivi pour ces protocoles d'accord signés? À chaque fois, on va à des rencontres, à chaque fois, des communautés jurent de déposer les armes, mais le conflit continue, Maman Sissi. Moi, je pense que ce qu'Issa Kawa est en train de dire, c'est tellement important qu'il ne faut pas qu'on se mente. Si on veut la paix, je dis bien si on veut la paix, si on veut une sortie de crise honorable, on va nous dire, soit c'est Assimi Goïta qui va s'occuper de ces questions, soit c'est le colonel-major Ismaël Ouagé qui va s'occuper du ministre de la Réconciliation, ou c'est le Premier ministre. Franchement, si un gouvernement décide de prendre langue avec des groupes armés, que ça soit formel. Il ne faut pas que ça devienne comme par le passé. On a vu une décision qui interdit à Dana Ambassagou d'exister. Et après, on a vu que Dana Ambassagou est toujours là. Mais en attendant de gérer ces questions-là, c'est la population qui souffre. Non, la population va continuer à souffrir tant qu'au niveau national, ceux qui, en tout cas, ils ont le pouvoir, les tenants du pouvoir, parce que qu'on le veut ou pas, ceux qui ont fait le coup d'État, c'est eux qui ont le pouvoir. Il ne faut pas se mentir, ils ont le pouvoir. Donc s'ils font croire à tout le monde qu'ils peuvent gérer les questions, alors que le Premier ministre avait clairement dit que l'ultime solution, c'était quand même de mettre fin à tous les groupes, à tous les militaires d'autodéfense. Mais on voit que la démarche qui est en cours, ce n'est pas cette démarche. À la limite, s'il n'y a pas une sorte de collusion, parce que si tu es groupe armé du Nord, finalement, on a l'impression que détenir une arme,
ça fait de toi comme un acteur politique. Alors, à quand le désarmement de ces milices là-bas de Escobar? Peut-on s'attendre à ça maintenant? Moi, je dirais que l'État doit prendre le désarmement par les cornes. Parce qu'il faut désarmer toutes les milices. Le Premier ministre l'a rappelé. Mais il y a une autre solution. À défaut de pouvoir désarmer les milices, on peut peut-être encadrer ces milices et que Dana Amassogou s'associe aux milices Peul et de concert avec l'armée gouvernementale, mettre en place une structure unifiée pour pouvoir combattre l'insécurité. Vous savez qu'en Sierra Leone, en son temps, les Kamadjors, chasseurs traditionnels, ont efficacement épaulé l'armée gouvernementale. Donc, on peut les considérer comme des supplétifs de l'armée régulière. Donc, si ces supplétifs sont bien encadrés, ils peuvent soutenir l'armée pour ramener la paix et la stabilité. Mais encore faudrait-il que ces milices-là soient bien encadrées. On a vu l'exemple des volontaires au Burkina Faso, les Congo Hugo au Burkina Faso. Donc, c'est des structures, c'est des milices très efficaces qui aident réellement l'armée dans toutes les missions de sécurisation. Mais encore faudrait-il qu'on encadre le tout. Mais toujours est-il qu'il revient à l'État ce rôle régalien d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et vous savez que la nature a horreur du vide. Un des problèmes du centre aujourd'hui, Kaba l'a rappelé, c'est l'absence de l'État. Alors Issa Kaba, est-ce que vous êtes d'avis avec ce que Badou Escobar vient de dire? Supplétif de l'armée est-il compatible avec le désarmement des milices? Quand on dit de suppléer l'armée dans une zone, au même moment on demande de les désarmer. Il faut des mécanismes, sincèrement, parce que le désarmement automatique est impossible aujourd'hui. L'État n'a pas les moyens de remplacer les milices dans ces localités. Ça, il faut le reconnaître aujourd'hui. Il faut reconnaître que l'État n'a même pas l'effectif nécessaire pour occuper chaque village. Chaque village. On le sait, Farabougou, qu'est-ce qui s'est passé? Le village a été encerclé pendant au moins 3 semaines. L'État n'avait pas les moyens d'occuper le terrain. Mais aujourd'hui, les hommes qui sont là-bas ont du mal à vivre parce que leur ravitaillement est difficile. Il faut larguer. Ils ont largué des vivres. Ça aussi, ça a causé des problèmes parce que ça a occasionné la mort de d'autres personnes. Aujourd'hui, l'État n'a pas ces moyens. Il faut que l'État prenne ses responsabilités, encadre ses milices, de telle sorte que, situer les responsabilités, dire à Toloba, tu as combien d'hommes? Il faut recenser les hommes de Toloba, recenser les hommes de Sekouboli, recenser les hommes de qui encore à Gao, les hommes de qui encore à Tombouctou, les recenser, les identifier, leur permettre de faire des patrouilles pour que la situation se calme. Parce qu'aujourd'hui, même la question des recrutements, moi je viens de quitter Gao récemment, mais tout le monde est armé à Gao. On ne sait plus qui est d'une milice, qui est des groupes armés. Ah bon? Non, on ne sait plus. Tout le monde est armé. Tout le monde est armé. Ça, je vous dis, tout le monde est armé. Il y a des gens qui ont quitté Bamako pour être recrutés. Ils ont leurs armes. Quand il y a situation, chacun prend son arme. Et ça, c'est une situation qui est difficile aujourd'hui. Il y en a qui ne sont dans aucun groupe armé, ils ne sont dans aucune milice, mais ils ont leurs armes pour être recrutés. Mais quand ils se fâchent avec toi, ils prennent leurs armes, ils te tirent. Alors, les armes crépitent dans la zone. La paix dans cette zone peut passer par quoi, Fanta? Pour amener la paix dans cette zone, il faut passer par quoi? Je dirais qu'à ce moment, le DDR a sa place. Comme lui dit qu'à Gao, tout le monde est armé. Tout le monde a une arme. Mais il s'agit précisément du centre. Le problème, parce qu'avant, certes, les régions du Nord étaient instables. Maintenant, au centre, on assiste à un autre conflit. Il dit que tout le monde a une arme. Mariam, moi, je pense que le DDR, si c'est bien appliqué, bien accompagné, c'est une bonne solution. Parce que pourquoi? Il a dit que les milices, l'État n'a pas les moyens d'occuper les zones où il y a ces milices-là. Mais après un désarmement, le DDR, parce que le DDR est toujours accompagné par la réinsertion. La réinsertion peut, en ce moment, on peut les recruter dans l'armée, mais ça sera décentralisé. C'est des milices qui sont dans l'armée, mais qui vont essayer de protéger les citoyens dans leur localité. On peut le faire comme ça. Mais si ces gens-là ne sont pas identifiés, comme lui l'a dit, les gens qui ont des armes, s'ils ne sont pas identifiés, c'est de laisser aller. Le processus de réconciliation doit toujours être accompagné par le DDR,
Mais aujourd'hui, au Mali, on parle du DDR, mais c'est comme un truc sur papier. En réalité, ça ne fonctionne pas. Mais déjà, il y a le DDR pour les zones du centre. Oui, mais ça ne fonctionne dans la zone pas, de Mariam. C'est un mécanisme qui est là. Même les Nations Unies, eux sont d'accord. Avec ça, on peut en faire une solution de sortie de crise. Mais le Mali n'arrive toujours pas vraiment à utiliser ce mécanisme de sortie de crise comme il le faut. Maman Sissi, parce qu'on ne peut pas voir Gao que tout le monde a une arme. Ça dépasse vraiment. Mais sauf qu'on parle cette fois-ci de la spécificité du centre, le conflit au centre. Même si c'est le centre, Mariam. Aujourd'hui, le mécanisme de désarmement est là. Mais si le mécanisme ne fonctionne pas... Est-ce que le DDR, c'est pas parce que le DDR a été mal compris, on demande aux gens, vous avez une arme, venez, vous allez être enregistré, vous allez être désarmé et réinsérer dans le processus. Est-ce que c'est pas ça qui amène le problème? Non, Mariam, je dis ces chefs-là, les chefs de ces milices-là, ils sont impliqués parce que ce sont eux qui doivent identifier leurs hommes. Ah oui, on ne demande pas, bon, toi, tu as une arme, il faut venir t'identifier. Non. Ces chefs de milices-là, ils connaissent leurs hommes, ils les connaissent. C'est à eux maintenant de venir avec leurs hommes dire j'ai tel homme, ils sont là pour pouvoir les identifier. En ce moment, vous voulez quoi? Réinsertion, c'est-à-dire quoi? Vous voulez quel genre de réinsertion? Si vous voulez être dans l'armée, mais tant mieux. Il faudrait que le recrutement soit décentralisé en ce moment. Maman Sissi, est-ce que le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion peut être un problème, peut être une solution pour ce problème-là? Mais finalement, c'est devenu le contraire. C'est-à-dire que le DDR, dans sa forme, en tout cas normale, c'est pour en tout cas mettre fin à l'existence d'une armée parallèle, n'est-ce pas? Permettre à ceux qui sont aptes à être dans l'armée, et ceux qui ne sont pas aptes peuvent être dans d'autres aspects. Vous prenez par exemple, moi je prends toujours l'exemple de Ménaka. C'est bien possible de faire ce qu'on fait à Ménaka dans le centre. C'est formel, tout le monde le connaît, le sait. Le MSA, c'est un groupe de Moussa Gassarathman. Le Gacha, on sait de quelle obédience ça vient. Mais ce groupe aujourd'hui travaille avec l'armée régulière. Bon Dieu, pourquoi on ne peut pas faire la même chose dans les centres? Pourquoi ne pas faire la même chose, offre la même possibilité à Dana Amasogou, qui a des hommes, et les autres groupes d'autodéfense d'aider l'armée, en tout cas, à sécuriser ces zones. C'est là où je dis, on n'a pas compris le DDR. Parce que si vous voyez à Tombouctou actuellement, il y a un problème de DDR. Le ministre, l'ancien ministre ou bien l'actuel chef du DDR, je ne connais pas son profil, Zahabi, aujourd'hui, il est en tout cas, il fait face à une... Donc, si je résume, le DDR est mal interprété, mal compris et on parle même de DDR spécial. Et c'est ce qui nous amène à notre troisième sujet. Nous allons clore ce chapitre, nous amener à notre troisième thème de ce soir, qui est bien sûr le procès d'Amadou Aya Sanogo et co-accusé. Après 2 reports, le procès s'est ouvert ce jeudi 11 mars. L'affaire a connu un nouveau rebondissement avec le retrait de la partie civile. Celle-ci a mis dans le dossier un protocole d'accord signé avec le gouvernement suite auquel elle a été dédommagée selon les avocats de la défense. Ces derniers ont donc demandé que l'ancien meneur du coup d'État de 2012 bénéficie de la loi d'entente nationale, un texte qui a été signé et adopté après la crise post-électorale de 2012. Que pensez-vous déjà de cette situation, Fanta? Il y a un paradoxe pour moi, franchement. Il y a un paradoxe. Expliquez. On ne peut pas adopter une loi, surtout dans notre contexte, en disant que ceux qui ont commis des crimes lors des événements de 2012, qui ne doivent pas être poursuivis. Moi, au même moment, on essaie également de venir en aide aux familles des victimes, en disant oui, on va vous recruter dans l'armée ou bien dans la fonction publique, on va vous donner des logements sociaux. Alors que ces gens-là, la conférence d'entente, c'est vrai, il y a eu ces résolutions là-bas, mais ça ne peut pas être une solution. Mais ces gens l'ont déjà accepté, d'après les avocats de la défense.
pourquoi ils n'ont pas été... la partie civile n'a pas été présente? Pourquoi? Très bonne question. Voilà. Peut-être qu'ils sont déjà d'accord parce qu'ils ont déjà eu gain de cause. Moi, je ne pense pas. Parce que j'ai eu des Écossais qui étaient là-bas. Alors, expliquez-nous. On veut savoir, expliquez-nous. Parce qu'ils disent que les clauses n'ont pas été appliquées à la lettre. La partie civile n'était pas présente, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord que oui, c'est bon, on a été dédommagés, oui, c'est bon. Issa Kaba, est-ce le fait de dédommager les victimes peut empêcher la tenue correcte de ce procès-là? C'est dommage qu'on soit au XXIe siècle et que des pratiques pareilles sévissent dans notre pays. Je suis vraiment désolé, mais des voix s'étaient déjà élevées contre cette loi d'entente. Les gens l'avaient dit, mais il se trouve que beaucoup d'entre ces gens qui portaient la voix se sont retrouvés avocats des victimes, ils se sont tués. Je suis vraiment désolé. Je rends hommage ici à Mme Aminata Soumaré qui a osé élever la voix le jeudi au tribunal pour dire qu'elle n'est pas du tout d'accord. Je l'ai eu mais sauf qu'elle, son cas ne fait pas partie du dossier. Mais elle est victime de la situation. Elle est victime de la situation. Il ne faut pas catégoriser les victimes parce que ce qui se passe, c'est vraiment des victimes sélectives, des gens qu'on a choisis pour dire que ce sont les victimes, alors qu'il y a une situation qui s'est passée. Mais sauf que il y a des gens qui ont fait un coup d'État, qui ont parle fait des 21 bérets rouges. Oui, c'est le dossier des 21 bérets rouges, mais aussi de toutes les victimes, de toutes les personnes qui ont été victimes de ce qui s'est passé à Kati. Il ne faut pas qu'on amène cette situation seulement aux 21 bérets rouges. Et puis, qui a dit que c'est 21 bérets rouges? C'est là la question. Qui a dit que c'est 20... C'est le dossier qui le dit. Les tests, les expertises ont montré que c'est 21 bérets rouges. Je pense qu'il fallait aller au-delà et éclaircir cette situation. Et s'il y a quelque chose au-delà, ce n'est pas apparu. C'est ce qu'il fallait éviter dès le départ. Ce dossier a été tellement politisé qu'on a résumé tout ce qui s'est passé à Kati à 21 personnes. Sauf que vous n'avez pas répondu à ma question. Le fait de dédommager les victimes, est-ce que ça règle le problème? Ça ne règle pas le problème parce que c'est ce qui est notre problème au Mali ici. C'est pourquoi j'ai dit que c'est dommage qu'on se retrouve à ce niveau au XXIe siècle, qu'on essaye de régler les problèmes de justice par des questions institutionnelles pour dire que les gens sont calmes et autres, alors que les problèmes sont là. C'est pourquoi on a vu récemment avec de 1960 à aujourd'hui, on va élucider toutes ces questions. En 2040 encore, on va revenir dire que de 1960, parce que les problèmes ne sont pas résolus. Du cas de la CVJR, mais du procès Amadou Aya Sanogo. Oui, mais pourquoi la CVJR se retrouve dire qu'on va résoudre des problèmes de 1960? C'est ce genre de cas qui se sont cumulés pour dire qu'on va résoudre des questions de 1960 en 2021. Ça va s'ajouter à ces genres de problèmes. En 2040 encore, on va dire que la question des bérets rouges n'a pas été résolue. Parce que c'est vrai, ça n'a pas été résolu. Des gens ont été dédommagés. Mais ces jeunes-là qui ont été tués, ils ont des enfants à qui on va dire un jour que c'est capitaine Sanogo et ses hommes qui ont tué ton père. Lui aussi, il va chercher à savoir qui a pris l'argent. C'est des problèmes qui vont s'accumuler. Il fallait faire la justice et dire que les Sanogo, vous avez fait ça, et la justice reconnaît que vous avez fait ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez présenter vos excuses. C'est comme ça que ça va se terminer. Mais dire qu'ils ont été dédommagés, ils ont été recrutés dans l'armée. S'ils les recrutent dans l'armée, un jour, ces jeunes-là aussi vont savoir que quelque chose s'est passé. C'est ce qu'il faut éviter. Si je résume ce qu'il a dit, ce genre de jugement peut faire craindre des cas encore à venir, Maman Sissi. Et c'est pourquoi il faut d'abord un procès. Il faut le verdict du procès. Puisque des éléments existent, on a l'expertise qui a été quand même passée au scanner de grandes structures à l'extérieur. Donc, qu'on nous présente l'expertise, qu'on organise le procès dans les règles de l'art.
dans les règles de l'art. Moi, je ne peux pas comprendre que tout le temps, pendant au moins 8 ans, je crois bien, ça dépasse 8 ans, parce que 2012 à maintenant, on est sur ce dossier. Et vous voyez comment est-ce que sur les réseaux sociaux, certaines personnes continuent jusqu'à présent à nier l'existence, en tout cas des Thierry. Ça fâche, et ça fâche dans un pays où, en tout cas, les gens sont des parents, les gens sont proches. Ça fâche quoi, c'est-à-dire, quand quelqu'un perd un parent dans une situation pareille, il a toujours le ressenti. Le ressenti, la seule chose pour en tout cas mettre fin au ressenti, c'est quand même la vérité. Il faut un procès qui ont tué et qui ont donné l'ordre de tuer. C'est très simple. Alors, le verdict de ce procès qui a commencé le jeudi est attendu le lundi prochain. À quoi faut-il s'attendre, Badou Escobar? Il faut s'attendre à la relaxe pure et simple de Issa Tangara, d'Amadou Sanogo et co-accusés. Parce que le parquet général et les avocats de la défense, je vais citer Maître Mamadou Kamara et Maître Chokmar Konare, que je comparerai volontiers à Léon Gambetta. Donc, ils ont tous dit qu'au nom de la loi d'entente nationale qui a été votée en 2019 par l'Assemblée nationale, donc on doit purement et simplement relaxer ces personnes. Vous savez que c'est la continuité du procès de 2016. Et en janvier 2020, le pouvoir en place a dit que pour maintenir la cohésion au sein des forces armées, vraiment, il ne faut pas trop remuer le couteau dans la plaie. Donc, moi, je pense que nous allons vers la fin de ce procès. Bon, même en condamnant Issa Tangara, Amadou Sanogo et co-accusés, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Moi, je pense qu'il faut toujours suivre la voie. Il faut suivre la voie. Non, Nelson Mandela. Relaxer le putschisme peut-il être la solution à ça? Non, Badou, on n'est pas là. On n'est pas à ce niveau d'abord. On n'est pas à ce niveau, Et le cas Nelson Mandela est différent du cas Amadou Aya Sanogo. Je demande, que faut-il s'attendre lors de ce procès-là? Est-ce que ces personnes-là vont être relaxées ou pas? Est-ce qu'il y aura condamnation même? Bon, moi, je ne suis pas Arizo Maïga, le procureur général, mais je sais quand même que ces personnes seront relaxées le 21 mars. Qu'est-ce qu'on va retenir? Vous avez fait plus qu'Arizo Maïga. Relaxer ces gens peut être la solution? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi je dis cela? Parce que déjà, il y a des frustrés. Ce que moi je sais quand même, lundi, ce qu'on va nous dire, c'est que Sanogo et ses co-accusés sont libérés. Pas de charge. Et ça va créer encore d'autres frustrés. Surtout la famille des victimes. Ils vont se sentir délaissés par l'État. Il faut que justice soit faite, Mariam. Merci beaucoup, Fanta. Il faut que justice soit faite. C'est ce qui nous amène à la fin de cette émission. Les 45 minutes sont bouclées et nous disons merci à tous nos téléspectateurs et auditeurs qui nous ont suivis. C'était à la présentation Mariam Maïga pour débattre de l'actualité de la semaine. J'étais avec des confrères journalistes, Maman Sissé, Badou Escobar, Issa Kaba du groupe Renouveau et Fanta Djakité, journaliste à la radio Clédou. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.